Bonjour YouTube, on va parler de cinéma, on va parler de bourgeoisie et on est avec Paf! Ouais, c'est moi. En plus, j'ai un t-shirt. Oh là là. Oh Let's là, go les let's go, corpos, let's incroyable! Le go, Paf let's Corporate! C'est go, mon Quel plaisir. pyjama. let's go. Hop, Peut-être que des gens ils se demandent de quoi ça va parler, c'est pas clair. Je vous jure que c'est Bon, un sujet de je peux discussion peut-être vraiment deep et introduire intéressant. par une citation que j'ai oh, Ah, dans un bouquin que je pense Cassandra adore, qui s'appelle Female Gaze de Iris Bray. ah oui. Une citation pour introduire le sujet du male gaze, c'est Abdelatif Keshish qui dit: «Male gaze, je ne connaissais pas l'expression, ça sonne un peu comme merguez, c'est drôle». Entre parenthèses, rire. Le male gaze, en gros, c'est un concept, développé dans la théorie féministe radicale dans les années 80 par, Laura Mulvey, et en gros qui réfléchit, à la base, c'est dans un article qui parle du plaisir visuel, comment dire? Du sentiment de plaisir visuel et en rapport avec le cinéma et en gros, qu'est-ce qui fait qu'on retire ou qu'on ne retire pas une jouissance, un plaisir visuel qui soit, sexuel, esthétique et cetera, face, à du cinéma et du coup, là-dedans, elle développe ce concept-là de male gaze, donc de regard masculin, où elle va puiser dans des théories psychanalytiques, féministes, etc., pour faire l'analogie en fait entre le masculin qui est posé comme le sujet du neutre et le féminin, c'est ce qui est montré. Et du coup, elle se base là-dessus du coup pour faire cette analogie entre cette théorie de la masculinité comme le domaine du neutre. Pensez par exemple en langue française, on dit souvent que le neutre c'est par défaut le masculin quand vous écrivez une phrase, tu vois, genre le masculin neutre, etc. Bref, c'est un petit peu tous ces trucs-là. Et elle va faire l'analogie avec la caméra, qui du coup dans le cinéma n'est pas interrogée, où la caméra est posée justement comme le neutre, c'est-à-dire comme le regard de base. Et du coup, dans cette analogie, elle va montrer que, selon elle, du coup, ce qu'elle va appeler le male gaze, c'est justement le regard de la caméra posé comme un observateur neutre et non pas comme un observateur subjectif, et où du coup, ce que va observer la caméra va être immédiatement identifié au regard masculin, puisque lui-même est le regard du neutre. Donc voilà, donc ça c'est, je vous brosse à grands traits, la théorie du male gaze, ce qu'elle est à la base dans la théorie féministe. Ensuite, ça a beaucoup repris avec l'émergence des contenus un petit peu sur internet, etc. Il y a eu beaucoup de publications, beaucoup de vidéos, etc. Qui ont commencé à être faites en mode théorie féministe du cinéma, etc. En mode analyse féministe des films et tout. Où quand on parle de male gaze, on parle d'un truc un petit peu différent. L'exemple souvent qui est donné, c'est la scène de Transformers où la caméra panne des jambes au cul, au sein et enfin à la tête du personnage de Megan Fox, par exemple. Quand on parle de male gaze aujourd'hui, on parle plus du tout de l'article originaire de Mulvey, mais on va davantage parler de la façon dont, dans le cinéma, les femmes sont filmées de façon patriarcale avec un regard qui va être sexualisant, qui va morceler les corps et qui va en faire uniquement des objets de désir et non pas des objets actifs et qui ne va pas leur donner d'agentivité particulière. j'aimerais bien votre avis à tous les 2 sur le concept de male gaze déjà. Parce que en fait, je sais qu'il y a pas mal de gens du cinéma, fans de ciné et aussi des gens du féminisme, qui ont des Mmh. critiques sur ce concept-là et du coup même, je pense que ça peut dérouler sur la critique du concept de bourgeois gaze aussi si elle existe, tu vois? Bah, moi, en vrai, je trouve que c'est une notion qui est assez vaste. Déjà, c'est un vrai truc aussi, et c'est un truc qui est précisé de façon assez souvent quand on parle de male gaze, female gaze, tout ça. C'est un truc où c'est pas parce que quelqu'un est un homme qu'il va nécessairement faire du male gaze, même Mmh. s'il va très souvent en faire, etc. Et c'est un truc un peu de l'ordre de l'inconscient, généralement, j'ai l'impression. Moi, c'est un truc, encore une fois, j'ai lu le bouquin d'Iris Bray et je trouve ça pas non plus ultra clair, même en ayant lu ce bouquin-là. J'ai pas lu du coup, le texte de base que tu mentionnais, Cassandre, mais je trouve qu'effectivement, c'est des notions un peu floues et où j'ai l'impression que ça s'est beaucoup réapproprié énormément par les gens. Et moi, j'avoue que voilà, tout la take des films et du male gaze, il y a quelqu'un qui mentionne dans le chat, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup apparu avec La vie d'Adèle, à partir du moment Oui. où ça a eu sa palme d'or, Bah, c'était etc. Keshish, oui, qui était le premier coupable de ouais. Et que depuis, c'est interrogé, rétroactivement, enfin voilà, par bien des aspects. Et pour autant, j'ai l'impression que ça se redéfinit un petit peu à chaque fois selon, le bon vouloir des gens, même si je comprends ce qui est exprimé là-dedans. Pour autant, je trouve que enfin, j'ai pas envie d'être dans un «not all male gaze» entre guillemets, mais je trouve que il y a quelqu'un qui mentionne The Substance dans le chat, bah, c'est ultra male gaze et pourtant il y a quand même un truc Bah, là-dedans qui est, ouais. pertinent. Bah, Bah, en fait, dans la mise en Même scène si on de peut The ne pas aimer, Substance, le male gaze fait partie du propos et il pourrait presque s'expliquer dans la mise en scène, en fait. oui, oui, bien Genre, sûr. ne c'est là que c'est spoilons et pas surtout que le c'est une
une femme débat qui l'a de la tier réalisé. list. Mais non, mais on fait Spoilons un pas le petit c'est un débat. petit teaser, Mais oui, ça. un Non, petit t'inquiète teaser. qu'il y a quelqu'un qui vient qui sera pas d'accord avec nous sur ce Oui, oui, sujet, oui. t'inquiète. Mais c'est un truc aussi, enfin, c'est une take intéressante du coup qu'a, Iris Bray dans son bouquin parce que moi, en vrai, en soi, je trouve le bouquin, il a quelques lacunes, notamment le fait je crois que c'est le début où je me suis dit: «Ouh là, ça commence un peu bizarrement» quand, Iris Bray décrit qu'en fait, elle est, je parle de ce bouquin-là, Le Oui. regard féminin, en fait, elle décrit que, elle a eu une sorte d'émotion devant, Wonder Woman parce qu'elle n'avait jamais vu un groupe de guerrières se préparer avant dans un film. Moi, je me dis: «Bah, OK, bon, ça part d'une Mmh. observation un petit peu bateau, mais ça part peut-être un petit peu mal, mais vas-y, développons, développons, développons» et je trouve qu'il y a un truc un petit peu, marrant là-dedans, c'est ce truc de, notamment, je crois, elle mentionne une anecdote de je sais plus quelle réalisatrice qui, en fait, voit son cadreur filmer des plans et qu'elle dit: «Juste décale-toi un tout petit peu» et là, ça devient un autre, vraiment un autre type de plan et cetera et c'est intéressant là-dessus, mais Mmh. c'est flou, quoi, comme notion, je trouve vraiment. Ouais. Bah, moi, c'est pour Ouais, ça que moi, ouais. j'ai beaucoup plus de sympathie envers la version de base de Laura Mulvey parce que même si je trouve que la façon dont elle définit ça en fait, dans le concept originel, il n'y a pas de possibilité d'un female gaze puisque par définition, la caméra, c'est l'ordre genre, même les femmes qui regardent le film sont dans le male gaze, en fait. Elles sont la Mmh. caméra et elles sont contaminées par ça et je trouve qu'il y a une potentialité beaucoup plus radicale sur le questionnement justement du cadre et comme l'exemple que tu viens de donner, tu vois? Bah, comment tu filmes et comment tu penses aussi la place du spectateur et la place de l'identification brute du spectateur parfois à la caméra, tu vois? Genre, c'est intéressant sur le questionnement du rapport à ce que tu regardes, mais c'est un peu comme beaucoup de concepts un petit peu de l'époque, c'est un peu un concept qui tourne en rond parce que du coup, tu es en mode: «Bon, ben, on n'en sort jamais, quoi». Si la Oui. caméra, c'est le neutre et que le neutre, c'est le masculin, bah, en fait, on ne peut pas faire de film, qui ne soit pas, Oui, dans le oui. male gaze, tu vois? Mais cela Et dit, j'ai quand même surtout plus de sympathie, dans cette version parce que j'ai l'impression que la façon dont le concept de male gaze a été transformé au fur et à mesure du temps, ça se transforme plus comme une question de représentation, ce qui est important, tu vois, la représentation. Donc voilà, on veut voir plus de femmes fortes et indépendantes, on veut les voir moins sexualisées, et cetera. Mais il y a eu aussi une tendance à individualiser le concept de male gaze et à se le poser, notamment, il y a eu beaucoup de personnes qui commençaient à accuser des femmes de s'habiller pour le male gaze, tu vois. Et genre un truc de presque de transformer ça de retransformer ça en une injonction envers les femmes ah bah si tu te maquilles, c'est pour faire plaisir au regard masculin, et cetera et qui sortait complètement le truc et qui re-rentrait dans un truc un peu plus libéral de développement personnel et d'esthétique qui peut être intéressant, mais qui du coup, bah, OK, on change les représentations, mais qu'est-ce qu'on change concrètement en changeant les représentations, tu vois? Oui, sachant que, parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans le chat, oui, male gaze n'est pas nécessairement négatif et Oui, oui, c'est vrai, mais c'est quand même vu et ça a été repris de manière assez négative quand même. Notamment, c'est des critiques parfois qui sortent bah, quand c'est une autour de critique certains féministe, films de c'est oui. dire, «Ouais, c'est quand même très male gaze comme film, quoi». C'est ça, qui ressort assez souvent dans, la manière de filmer, les corps féminins, notamment. Du coup, on est d'accord quand même que finalement, ce que vous semblez dire, c'est que politiquement, il y a des choses intéressantes à retirer, mais qu'en termes de discussion artistique et créative, il y a quand même quelque chose de un peu un effet mécanique. Moi, ma hot take, j'ai l'impression, c'est que c'est aussi une manière d'avoir un avis politique un peu facile sur des œuvres sans en discuter profondément. Tu vois, parce que par exemple, La naissance des pieuvres, désolé, mais le niveau de male gaze de ce film est terrifiant, par exemple. Et c'est réalisé par Shyama, qui est une femme, qui est lesbienne. Je veux dire, c'est après, enfin, tu vois, il y a un truc où, bah, là, du coup, c'est intéressant de questionner son regard qu'elle a sur les femmes. Et du coup, est-ce que le male gaze ne dépend que du réalisateur ou de la réalisatrice? Est-ce que Bah du coup, tu peux regarder La naissance des pieuvres en ayant du mais tu vois, est-ce que même tu peux pas avoir un regard sur des films qui soit finalement un regard male gaze parce que tu as un regard d'homme avec le cerveau terminé par le patriarcat? Est-ce qu'il y aurait pas des moyens de l'affiner dans sa manière de l'utiliser, tu vois? Bah, moi, c'est là où le concept me gêne, c'est que récemment, on a de plus en plus vu des militantes et penseuses essayer d'identifier un female gaze. Bah, j'ai l'impression que, bah, Iris Bray, c'est le titre de son bouquin, Le regard féminin, même si je sais pas trop si elle théorise le female gaze là-dedans. Elle en Heu, parle, ouais, elle en parle un petit OK, peu quand même, OK. et en fait, globalement et c'est là que je suis pas nécessairement d'accord avec sa position. Elle dit je caricature, hein, un Mmh. petit peu quand même, en plus je l'ai lu là, il y a longtemps le bouquin, mais elle dit qu'en gros, un female gaze, c'est un regard qui est plus «réfléchi» entre guillemets qu'un male gaze. Ce que je trouve pas donc je Mmh. trouve ça Mmh. un peu Oui. caricatural personnellement. Bah, c'est ça, moi, c'est souvent la façon dont c'est utilisé pour dire, du coup, le female gaze, ce serait ça ou de rechercher le female gaze, chimérique, tu vois? Alors, je
sais qu'à l'époque, c'était quand le portrait de la jeune fille en feu est sorti, les gens étaient en mode voilà, c'est ça le female gaze, etc. Je suis en mode oui, bah c'est un Mmh. film d'époque chiant quoi. Désolé, Il est désolé, c'est sympa, subjectif, Cassandre, mais oui. Mais attends, mais j'y viens justement, c'est terrible! Mais du coup, la façon dont c'est souvent un peu utilisé de façon un peu normative et qui vient à réessentialiser le truc de les femmes, si elles étaient libérées du patriarcat, regarderaient, penseraient, vivraient dans le monde de telle ou telle façon, tu vois? j'ai Ouais. retrouvé une citation que j'avais soulignée. Ce qui différencie le plus le male gaze du female gaze, c'est bien le basculement d'un regard produit par l'inconscient patriarcal vers un regard créé de manière consciente. C'est ça le truc, quoi. Pour un petit peu plus citer et pas juste Mmh. dire ah, d'après mes OK, souvenirs, tout ça. OK, c'est un petit peu plus précis OK, donc Voilà. déjà. c'est en gros que tu prends du recul. En fait, c'est au lieu de te dire, «Je filme ça parce que, je filme ça» et tu te poses pas la question de pourquoi tu filmes Megan Fox de bas en haut, tu dis: «Je sais pourquoi je la filme comme ça, je veux montrer quelque chose dans cette scène, quoi». Oui, Mais ce du qui coup, me tu Ouais. filmes quand même paraît un Megan peu Fox de bas en étrange. haut. Ouais, globalement, soyons sincères, le concept n'est pas inintéressant, mais il est un peu bancal. Bah, Moi, ça a je m pense que s ça peut être s ça le oui, truc. en fait, Il ça est a le il est même pas exempt de écueil. défaut, on va dire. Ça a le même écueil, en fait, que l'idée de déconstruction. C'est-à-dire que la Mmh. déconstruction, c'est bien pour démarrer la conversation, mais in fine, c'est parce qu'il y a une lutte de pouvoir qui doit être menée à l'échelle de la société. C'est pas en se déconstruisant individuellement ou en déconstruisant individuellement les regards des réalisateurs et réalisatrices que, magiquement, la société changera. Tu sais, il y a un peu cette inversion-là entre la culture et entre la superstructure et l'infrastructure, pour parler en termes marxistes. Quasiment tous les Oui. films female gaze sont des romances un peu plan-plan et jamais des films d'action. Alors, je sais pas si c'est des films qui s'en revendiquent, mais en effet, souvent, on va attribuer le female gaze à des trucs assez passifs, justement. Ben oui, voilà. Et Moi, c'est c'est la là que suite de la je trouve que c'est discussion. un peu misogyne, in fine. C'est à quel moment tu désarmes la possibilité du regard féminin, de la violence, même presque du jugement, voire de la fascination, voire même du choix de l'objectivation et de mettre en scène même le fait, d'objectiver quelqu'un et de vouloir, dans ton film, dans ta mise en scène, objectiver la personne pour montrer que ton personnage est objectivé dans la vie. Tu vois, il y Bah, a un truc, tu vois, genre, là, nous, on a regardé Sean Baker, que j'ai déjà vu accusé, de male gaze plusieurs fois, Oui. par exemple. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que quand il filme ses personnages, bien sûr qu'il y a une part, d'objectivation, de sa manière de filmer les femmes, mais ces films parlent aussi de femmes dans des cadres, de prostitution, mmh. enfin, tu vois, il y a un Oui, des truc femmes où qui sont c'est, bah, captives déjà en fait, c'est ça, des par le femmes qui regard sont des hommes autour d'elles, captives, ouais, ouais. captives par les femmes, Mmh. par les hommes, que ça soit par leur domination, par leur argent, par leur amour. C'est un homme qui réalise des films, notamment beaucoup sur des meufs qui font du travail du sexe. En tout cas, moi, les deux que j'ai vus, c'était ça le sujet. Bah pourtant, enfin, c'est vraiment des films wokistes à un niveau, Ah bah tu oui. vois. Et pourtant, c'est full male gaze. Mais Oui, en Je bah, même temps, reproche pas selon à Nora, non, selon mais certains, Sean Baker serait «problématique» entre guillemets pour son regard justement sur les personnes, travailleuses du sexe, tout ça, enfin des trucs du genre non, mais c'est des et féministes waouh. anti-putes qui disent ça. oui, mais pareil pour Anora aussi, qui serait vu comme étant, trop «problématique» entre guillemets. Bon après Sean Baker, il est pas parfait, il follow trop de comptes israéliens pour être parfait. Oui, Mais bon, Oui. bon, ça, bon, ça, lui, oui, on parle. oui, Oui, bon, ça bon le sionisme au cinéma de toute façon, c'est pas, tu as pas oui, fini quoi. Bah, oui, Mais Wonder oui, c'est Woman. ça. oui, À moi, Ok, un ok. film qui pour moi est la définition du female gaze selon Laura Mulvey, du coup, genre vraiment version originelle, c'est un film qui s'appelle La femme défendue. Et en fait, c'est un film tourné entièrement en POV d'un mec ah oui, qui trompe sa femme avec une collègue de travail, je crois. Et ce qui est intéressant, c'est que la caméra, c'est le regard du gars, donc c'est littéralement le male gaze. Bah alors forcément, du coup, son regard va s'arrêter sur des trucs, va y avoir le côté regard partiel, etc. Et en fait, je trouve que c'est presque un film hyper féministe parce que en te mettant à la place du mec, tu ressens la gêne du désir un peu malsain qui peut lui être porté, tu vois. Et que presque on arrive à l'utilité de l'analyse cinématographique, qui est non pas de chercher un film parfait qui dirait tout par lui-même, mais justement de faire dire des choses aux images qui peut-être ont échappé ou même parfois même oui, il y a transformer le beaucoup film pour lui faire dire autre chose. Enfin, c'est aussi le prendre comme matière pour l'emmener ailleurs. il y a beaucoup d'accidents de toute façon dans la création, de beaucoup de films et Mm. tout. Enfin voilà, c'est ce truc, Roland Barthes, La mort de l'auteur, tout ça, au bout d'un moment, un film n'appartient plus à son auteur et c'est bien plus intéressant quand même d'avoir, plein de visions, je sais que dans Matrix 4, ça aborde beaucoup ça aussi, sur cet aspect où en fait, Matrix s'est beaucoup fait déposséder de certains de ses liants, mais du coup, je sais plus si c'est Lana ou Lily qui réalise le film, mais qui dit: «Mais toutes les visions que vous avez de, Red Pill, Blue Pill, qui a été repris par extrême droite, mais aussi de dire, que Matrix ne serait qu'une, entre guillemets,
représentation trans, bah, en fait, c'est un peu limitant, quoi. Est-ce qu'un film, qui raconte quelque chose qui est vu, approprié par des gens même qui ont des discours opposés, est-ce que ça fait un film qui a un discours pas clair? Ou est-ce que ça rend un film tellement puissant qu'il est possiblement regardé de plein de manières? Est-ce que c'est un défaut d'un film d'être équivoque, tu vois? C'est Je dur sais de pas. pas se faire déposséder, quoi. Quand tu fais un film, il va se faire réapproprier autant par des droits. Enfin, c'est l'exemple, il y avait un tweet à un moment, mais qui est beaucoup partagé de quelqu'un qui dit, «Non, mais je Star Wars, c'est une représentation de, la guerre du Vietnam» et quelqu'un en réponse qui dit: «Non, mais c'est débile. Ça voudrait dire quoi? Que l'empire, c'est les États-Unis? Non, mais c'est débile» et quelqu'un qui pensait ça, donc c'est vraiment, en fait, peu importe quand tu fais notamment quand tu fais une sorte de «métaphore» entre guillemets et quand tu fais des récits métaphoriques, bah, les gens vont se le réapproprier, ils vont dire, «Non mais quand, tel personnage va se battre contre tel antagoniste, bah, en fait l'antagoniste ça représente les woke», d'autres qui vont dire que les antagonistes ça Mmh. représente autre chose, enfin voilà quoi. Bon, on peut passer Ouais peut-être sur le truc et bourgeois, du parce que coup donc le voilà, donc bail, paf, il y a une petite vidéo de 10 minutes où il en parle, je sais pas si tu l'as vue, mais en gros, elle est Non, non, mais rapide et il donne moi, des exemples de il films et était tout, tu censé vois? m'envoyer, Rob, le bouquin, parce qu'il m'avait suivi récemment et tout, je suis curieux effectivement parce que moi, j'aime bien le boulot de frustration, donc ça peut être cool. Ouais, ouais. je Et pense du coup, que je c'est pense que c'est basé, je forcément crois, intéressant. sur un article de frustration qui Oui, avait pas mal, que j'avais lu à l'époque, ouais. qui avait pas mal fait bouger la critique, je crois. Je l'ai pas lu, l'article, à l'époque, mais je me souviens qu'il y avait des critiques assez, remontées autour de l'article, quoi. Mais donc ouais, du coup, donc c'est un bouquin donc sur le bourgeois gaze et qui va étendre du coup ce concept de male gaze pour, l'appliquer à la lutte des classes. Normalement, quand on filme les classes populaires ou moyennes, ça devrait pas être des films sociaux, ça devrait juste être des films normaux. Enfin, ces gens-là aussi ont des histoires d'amour, il peut aussi leur arriver des aventures, etc. Bon, déjà, je suis pas Déjà, tu es pas non, d'accord? c'est pas que je suis pas convaincu, c'est que en fait, moi, j'aime pas l'idée de un film devrait être ça. Je suis en mode, bah, tous les films devraient pouvoir exister, quoi. Oui, mais C'est un est-ce que c'est truc pas plutôt le après, je discours qui est comprends. porté dessus dont il parle, Moi, je pense que ce qu'il aime pas, c'est la dénomination de film social. Moi, là où je peux être d'accord avec lui, c'est qu'on dit toujours film social quand ça parle des prolétaires, alors que moi, à mon avis, il y a certaines œuvres qui sont, tu vois, genre pour moi, Festen, c'est un film social, par exemple. Oui, Dans le sens d'études de la bourgeoisie dégénérée. Enfin, tu vois, il y a un Mmh. truc, tu vois, tu pourrais le voir. Est-ce que les films sociaux ne seraient pas les films qui parlent de classe sociale et oui. qui dissèquent. Sachant qu'on a un truc en France où on a beaucoup de films qui parlent de classe sociale, quoi. C'est quand Oui, c'est même, un ce sujet de truc. fou. Oui, c'est qu'il y De a peut-être fou. Ouais. une confusion entre le discours que porte la critique dessus et le label qu'on va lui apposer, plus que ce que Mmh. le film va dire, même si en vrai, est-ce que c'est pas devenu un peu un genre à part entière, le film social un peu, tu sais, à la française, Oui, tu bah, vois? c'est devenu enfin, il y a ce truc où quand il y a des prolétaires, faut que ça soit le sujet, principal. Enfin, ça me fait penser, que comment dire? C'est aussi toute une question, bah, pareil, on en revient à la représentation. C'est que quand tu as un personnage gay, il faut qu'il soit gay, il faut qu'il se out, sinon on n'est pas sûr qu'il Oui, soit gay, quoi. Oui, c'est ça qui se out et même que son homosexualité soit, hyper relevant dans le film. mmh, Qu'elle soit Que ça utile. oui, c'est ça. Oui, que l'homosexualité est une utilité scénaristique, voire même que ça soit un truc qui crée des problèmes même, tu vois? Oui, C'est aussi ça qui est questionné. Mais en même temps, moi, ça là-dessus, j'ai une hot take. Le fait que des personnages homosexuels soient présentés comme quelque chose qu'ils ne posent jamais question dans leur vie me paraît bah, aussi parfois être un problème. Tu c'est vois? Genre ça. pour moi, faut se méfier de cette take, mais oui. En fait, on c'est n'est pas dans une que société, de bisounours, Oui, voilà, malheureusement. c'est ça, exactement, c'est ça. bah et je trouve que du coup là-dessus, il y a presque un parallèle avec la vie quotidienne, tu vois? C'est-à-dire que, quand tu es dans un milieu où ton homosexualité ne pose pas vraiment problème et où en fait c'est parfaitement intégré et que genre si tu es un homosexuel «normal» entre guillemets, est-ce que tu es encore homosexuel? Tu sais, genre la question de qu'est-ce qui fait l'identité? Enfin bref. Oui. Mmh. Le bourgeois gay, c'est le regard bourgeois. Moi, je réfléchis à ça autour du cinéma et je le définis comme la manière dont, dans le arche-pan du cinéma, le monde est perçu à travers les lunettes déformantes de la bourgeoisie. Donc, ça passe par pas mal de choses. Déjà, un regard des fois un peu méprisant ou condescendant vis-à-vis des classes populaires, voire des classes moyennes, par une surreprésentation de la bourgeoisie, par un parisianisme très fort. C'est un vrai truc où effectivement une majeure partie, moi pour, bosser pas mal parce que je suis assistant monteur à côté, je bosse pas beaucoup pour, des longs métrages, je bosse beaucoup pour de la publicité, mais pour bosser, vraiment dans ce milieu-là, c'est un truc effectivement, c'est extrêmement parisiano-centré. C'est très dur de sortir de la capitale, c'est très dur de sortir, de Paris et les quelques films qui seront en dehors de Paris seront vus comme étant un peu entre guillemets «exotiques» quoi. Oui. Genre, je pense à 20 Dieux qui était vu vraiment comme une sorte d'anomalie. Oui. Alors le film est exceptionnel, hein,
vraiment, mais c'est un truc où en fait, si tu fais un film qui sort vraiment des carcans parisiens, effectivement, c'est très dur de le faire financer de base, même s'il y a quand même ce truc où il y a des aides de région Mm. dans le système du cinéma français qui permettent de justement décentraliser. Mais en termes de gestion de production, ça, c'est marrant, j'ai maté récemment une interview de Olivier Marbeuf, du coup, qui était passé déjà chez Wissam et tout, enfin Mm. voilà, de Ouais. Spectre Production. Et en fait, c'est tout le système qui est aussi à repenser, quoi. Mais il faut que ce soit utile. Encore une fois, c'est le truc de Ouais. si ça se passe en province, il faut que ce soit utile au récit, quoi. Ok, Ouais. ok, ouais, Mais après, des fois, c'est bien. Parce que tu regardes Miséricorde, Ah, mais oui, mais ça. non, mais oui, mais Bah oui, ça c'est. fait partie du propos. Ouais. Ah oui, ça Mais va après, au-delà tu du vois, truc. genre, ça se passe, c'est Miséricorde, je sais plus où pour moi, ça se passe à la campagne. Genre, vraiment, Oui, je sais oui. pas dans quel Ça se passe dans le département c'est sud-ouest. Mais il y a presque un exactement. truc onirique dans Miséricorde en vrai. Oui, Il y a presque un truc magique dans cette campagne fantomatique Mm. et tout, Oui, tu oui. vois, genre ça sort. Mais même, tu vois, genre l'inconnu du lac, il y a ça aussi où même dans ce qui est intéressant dans l'inconnu du lac, c'est que Paris n'est jamais loin, Mm. au sens où c'est l'espace des vacances, l'espace, tu vois, mais bref, oui, mais du coup, Mm. c'est presque pas, c'est presque c'est à nouveau parisien et au Mm. final Miséricorde aussi, puisque c'est le Oui, citadin qui va donc au final Oui, Paris oui. n'est jamais loin, T'as quoi. toujours le. Oui, oui. oui. La manière dont la bourgeoisie se présente comme une norme au cinéma, c'est déjà par une surreprésentation de celle-ci. Environ 75% des gens qu'on voit dans le cinéma français sont des CSP+. Ensuite, ça passe par une imposition de ces thématiques, de son idéologie, c'est-à-dire assez apolitique ou centriste. Ça se passe aussi par les habitats. C'est souvent des habitats bourgeois. Quand c'est des... Ça, c'était vraiment le côté apolitique, c'est vraiment le truc cliché. Enfin, c'est vraiment le cliché du film français de oh là là, finalement, on se comprend tous, il suffit de se rencontrer pour vivre ensemble, etc. Genre, t'as le côté. Oui, c'est très universaliste dans ce sens-là, quoi. C'était quoi le film, quoi Comment ça s'appelait déjà le film là qui se passe dans un appart à Paris Le grand partage, les bourgeois Ah, doivent accueillir des SDF chez eux. Et en fait, tu as une famille PS bourgeoise, bien sous tout rapport, qui font la leçon à tout le monde, qui se retrouvent à devoir relationner avec des prolétaires. Et le film est exceptionnel. Oui. Après, je trouve ce qu'il dit là, c'est très réel Oui, d'ailleurs oui. sur ce truc où, mais même au-delà de ça, je sais pas s'il va le dire après, ça c'était dans le bouquin de Geneviève Cillier qui s'appelait le culte de l'auteur, qui est pas parfait sur plein de points, mais il souligne un point intéressant, c'est que généralement le métier dans beaucoup d'histoires du cinéma français, le métier ne va pas être important, on ne saura même pas quel métier fait telle personne, ou alors on le verra jamais à l'œuvre, on le verra jamais avoir des problèmes de taf, des problèmes pour trouver un taf, etc. Et ça, c'est un truc qui est pas mal hérité aussi de la nouvelle vague où il y avait ce biais-là, quoi. Les personnages des classes populaires, leur habitat correspond pas toujours à leur classe sociale. Le film qui m'a donné envie de parler de ça, c'était 16 printemps de Suzanne Lindon, parce que ça me semblait réunir pas mal d'éléments. Moi, je tiens à dire, Suzanne Lindon n'est pas une mauvaise actrice. C'est ça c'est pour aborder le problème, parce que Suzanne Lindon, en fait, elle a enfin, c'est vraiment devenu le symbole de la Nepo Baby, qui est tout un Oui, les phénomène gens, qui a ils en popé il y a rajoutent. un an. Les Nepo Baby, les gens, c'est les fils d'eux, C'est filles les de enfants du nous, népotisme, quoi. Oui, c'est les fils de. Ouais. voilà, c'est ça. Et Suzanne Lindon, c'est la fille de Sandy Kimberlin et Vincent Lindon, du coup. Et oui, D'ailleurs, effectivement, physiquement, elle est le parfait mélange des deux. C'est assez oui, fascinant. c'est assez déroutant. Et c'est un truc où, oui, c'est ce printemps, c'est un film qui a popé comme ça. Et en fait, moi, je sais que récemment, il y a eu un film, enfin, c'est son 3e film qui est sorti à Nathan Ambrosioni, qui a réalisé un film récemment qui s'appelle Les enfants vont bien avec Camille Cotin. Et en fait, c'est toujours ce truc où quand je vois quelqu'un, parce qu'il a genre 26 ans, il a mon âge, et Oui. c'est son 3e film, et je me suis dit, ah, c'est sûr, c'est un Nepo Baby, un truc du genre. En fait, non, c'est juste vraiment quelqu'un qui a vraiment charbonné. C'est un truc où, effectivement, le népotisme, de toute façon, dans le cinéma, il est ultra fort. Mais en fait, le problème, et là où je nuancerai, c'est que s'il est ultra fort, c'est aussi parce que c'est des bons acteurs. C'est ça le problème un peu Oui, Bah, c'est parfois. ça, quand c'est tu ça. baignes dedans Non. depuis tout petit, c'est plus facile, quoi. Genre, moi, je sais aussi beaucoup pour la musique. Il y a beaucoup Mm. de fils d'eux et de filles d'eux dans le monde de la musique classique. Bah oui, parce qu'en même temps, quand t'es dans une famille, quand t'es dans la famille Casatsu, bah oui, t'es mis au piano, au violoncelle et au violon dès tes 2 ans, quoi. Donc, Bien sûr, quand tes parents, c'est ça, c'est aussi un truc où ça aide évidemment pour aller plus loin. Mais ce qui est dur quand t'es Nepo Baby, c'est quand t'es vraiment mauvais, quoi. Et ça, ouais. et c'est Oui. impardonnable. Ça a été mis en avant par des médias assez prescripteurs de la bourgeoisie culturelle comme Quotidien ou France Inter.
sans avoir derrière aucun succès public. Donc il me semblait... Alors moi, l'argument du succès public me plaît pas du tout parce que c'est l'argument du RN pour dire qu'il faut pas donner le CNC aux Et gens. je mentionnais précédemment le bouquin de Geneviève Célier, Le culte de l'auteur. C'est un truc en fait qu'elle fait très souvent et qui moi me plaît pas du tout. C'est un truc où en fait à chaque fois qu'elle cite un film pour revenir dessus, pour le critiquer, tout ça, elle précise le budget, elle précise je crois aussi le budget donné par le CNC. Et surtout elle précise aussi les entrées. Et ça à chaque fois je me dis putain mais c'est vraiment... Enfin oui c'est les arguments du RN et c'est les arguments... Enfin il y a un compte typiquement, bon je pense que les gens connaissent peut-être un petit peu, c'est le compte Destination Ciné qui en fait fait ça tout le temps. Chaque semaine, il fait une sorte de récapitulatif des films qui bident entre guillemets. Et en fait, c'est voir l'histoire sous un mauvais angle, je trouve, notamment le financement du cinéma et comment ça marche. Oui. C'est-à-dire que nous, en fait, on a tout un système qui est la chronologie des médias, la fameuse, qui fait que vous pouvez pas voir le dernier film en vogue directement sur Netflix, contrairement aux États-Unis où c'est déjà dispo ultra rapidement. Nous, on a ce système-là qui fait qu'en fait, on va temporiser les entrées d'un film, ce qui veut dire qu'un film peut bider en salle. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui bident en salle. Je crois que c'est une statistique comme 99% des films français ne sont pas rentables la première année. Mais ce qu'il faut retenir, c'est aussi ce truc de la première année. C'est-à-dire qu'en fait, une exploitation d'un film, ça dure 70 ans. Et un film, voilà, se rentabilise en 7 ans de mémoire. Moi, je crois à cette statistique-là. Et aussi, rentabiliser pour qui, pourquoi, comment, parce que Et nous, on a un c'est système ça. où en fait, c'est beaucoup le CNC, mais c'est aussi beaucoup Bah les voilà. chaînes de télévision qui font des pré-rachats pour diffuser ensuite en prime time le film, tout ça, quoi. Moi, je suis grave d'accord avec toi et n'oubliez pas aussi que pour moi, ça rentre aussi dans le go woke, go broke. L'argument même de la rentabilité dans le cinéma, alors que nous, on devrait plutôt défendre la possibilité que l'existence des subventions et l'existence de très grands films qui font énormément d'argent doivent permettre à des films de coûter un petit peu trop d'argent et de peut-être ne jamais se rembourser, mais peut-être des œuvres singulières, atypiques, à qui on a donné la chance, à qui on a donné un budget, qui peut-être n'arriveront pas à être rentables ou à peine à le rembourser et qui sont destinés à avoir un public de niche qu'aura vécu. C'est déjà Oui. le cas, oui, mais Oui, One Car for Pain, justement, moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il faut défendre ce modèle-là plutôt que de parler, tu vois, de dire que le problème du bourgeois gay, c'est qu'ils sont invités et que le film n'a pas de succès. IMO, on s'en fout que le film n'ait pas de succès. Par contre, de discuter du fait qu'il y a une surreprésentation de cette manière de raconter des histoires et qu'il n'y a pas d'équilibre, moi, ça me pose. Tu vois, ça, c'est OK. Bah, c'est Mais ça, c'est c'est pas, que on s'en fout que les films n'ont pas de succès. C'est juste ça c'est que je ça, veux dire, c'est quoi. que ça déplace la critique, non pas sur le nombre d'entrées, mais justement sur le côté atypique et de est-ce que c'était vraiment à elle qu'il fallait donner de la thune? Est-ce qu'on en avait le plus besoin? Ça va plus sur le truc de bah ça nous dérange pas de soutenir les films qui font pas d'entrée, mais dans ce cas, le propos autour des subventions doit être autour justement de faire exister ce qui ne pourrait pas exister ailleurs et pas les films français. Oui. On les Mais moi, connaît, les cinéastes qui sont très habitués au CNC, tout ça, des trucs du genre, quand bien même ils font pas énormément d'entrées. Le truc, c'est que moi, je m'en fous personnellement si ces gens-là font pas beaucoup d'entrées. Le problème principal, c'est que on peut pas donner des subventions à tout le monde. Ouais. Au bout d'un moment, il faut choisir oui, Une logique aussi de à qui tu pénurie, donnes ouais. des subventions. Si c'est ça donne ça. des subventions toujours aux mêmes personnes, ça fait que le cinéma se renouvelle pas trop. Et moi, je suis plutôt pour un renouvellement progressif du cinéma aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et là, pour moi, on rentre dans le fond de la discussion. Oui. C'est-à-dire qu'une partie du CNC puisse financer des petits bourges parisiens qui veulent monter leurs films autocentrés sur les angoisses névrotiques de la bourgeoisie. Je vais aller regarder ce film avec plaisir. Je suis fasciné par la bourgeoisie. Mais c'est sûr que si le gars fait une fois par an ce film-là, systématiquement le même, et qu'à côté, il n'y a aucun autre film de d'autres manières qui sont financés, là, ça devient un problème, tu vois. Le propos, c'est surtout les canaux de visibilisation des masses médias. C'est vrai qu'il y a aussi une critique média qui Oui, s'insère aussi oui, là-dedans, ça, il a quoi. raison, par contre. Ouais. Oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Oui, oui. Non mais voilà, et juste quelqu'un qui dit on remboursera peut-être jamais certains films et c'est ok, et Ouais. moi je suis tout à fait d'accord. Au Bien bout d'un sûr. moment, c'est pas un truc qui est censé être rentable, j'ai envie de dire, la culture. Et quand bien même, je crois que c'est un truc en mode la part du PIB de la culture est supérieure à la part du PIB de l'automobile. Un film bourgeois n'est pas un film mauvais de la même manière qu'un film male gaze au regard masculin est pas forcément mauvais, simplement c'est un symptôme d'une domination de classe sur la production culturelle. Oui, c'est ça aussi. Moi, j'aime bien sa façon dont il insiste là-dessus. C'est que c'est pas une qualification morale, mais c'est une indication d'un système à interroger, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi et je pense que lui ne le fait pas comme ça, mais de fait, Oui. le concept va devenir une qualification morale. En fait, faut pas c'est que les gens vont le manier de cette manière-là. Moi, c'est ça qui m'énerve un peu. Je pense que ça nous prive de plein d'autres bons films, en tout cas. Ça nous prive de plein de regards issus des milieux populaires, de la ruralité,
issus des banlieues, etc. Merci Courtrage-May d'ailleurs, hein, parce que même s'il y a des critiques à faire autour de Courtrage-May bien sûr, mais des écoles qui sont de plus en plus accessibles pour justement former au cinéma. Je connaissais beaucoup de gens qui étaient dans les Gobelins pendant un temps et en fait les Gobelins se sont de plus en plus, enfin il y a des mécaniques autour de la construction vraiment du concours qui font que ça s'embourgeoise de plus en plus. C'est un peu la même chose pour la Fémis qui était, je sais que 24 for Pay il a fait la Fémis, mais qui s'embourgeoise un petit peu de plus en plus et qui fait que c'est de plus en plus compliqué quand tu viens des quartiers populaires, quand tu viens vraiment, quand t'as pas un bagage culturel très fort, de pouvoir faire ce genre d'école-là, quoi. Mais après, Oui. tu vois, Courtrage-May, par exemple, on pourrait leur opposer le côté bourgeois gaze de Courtrage-May, un truc qui se souvent reproché. Mais par exemple, moi, les gens qui disent bourgeois gaze sur la haine, pour moi, sont dans l'erreur parce que il suffit de voir l'appropriation pop culture de la haine et le niveau de popularité de ce film et de comment c'est devenu une œuvre de la culture populaire et que c'est désolé, ce ne sont pas les bourgeois qui sont fans de la haine. C'est Bah, même plutôt l'inverse. c'est Ils ont là même plutôt un mépris pour la haine, pour le fait que ça soit devenu un peu connu, que ça soit un peu sucé. T'as même plutôt une méta de c'est un peu cool de chier dessus, tu vois. Ah, Donc, mais par moi j'ai exemple, découvert oui, la c'est haine un. il y a une Oui, semaine. c'est un. Oui, c'est un Nepo Baby qui a fait la haine. Effectivement, peut-être Et il que y a le des film peut Nepo avoir Baby des dedans défauts. et tout. Il y a des Nepo Baby dedans, mais le film a dépassé ça. Oui. Désolé, Mais c'est là que le Après, déclès, il concept a de réussi son gaze, coup. c'est un vrai truc où quand tu vois après, et c'est toujours un truc d'ailleurs que tu regardes quand, et je crois que c'est pareil pour La Cité de Dieu. J'ai plus le nom des acteurs dedans. Qui a percé après la haine, quoi. ouais. C'est Vincent Oui, ça, Cassel. voilà. Mais après, pour moi, c'est là qu'on arrive encore une fois à la limite du concept de gaze. C'est que est-ce que c'est le regard du réalisateur ou est-ce que c'est le regard de l'audience qui s'en approprie? Est-ce que tu peux, encore une fois, tu peux faire un film ultra bourgeois gaze dont les prolos se revendiquent derrière, tu vois? Tout comme tu peux Ouais. faire un film ultra male gaze que les Ouais, tu féministes peux faire un film récupèrent. qui dénonce enfin, l'exemple parfait, c'est Scarface. C'est un film qui dénonce Oui. tous les actes qui sont faits. Je pense que Scarface, c'est peut-être un des films les plus cités dans le rap français et pas pour dire, ah, c'est bien, ça dénonce. Je pense que la bourgeoisie se sent rassurée par ces films dans le sens où à la fois ça leur permet de montrer de l'intérêt, voilà, et ils se découvrent des vies qu'ils connaissent pas. C'est pour ça que je pense que ça s'adresse à eux, parce que quand on est caissier de supermarché, on n'a pas besoin de voir un film sur son propre travail, et ça les rassure dans une deuxième façon, parce que derrière, il n'y a jamais de perspectives de renversement qui sont ouvertes, donc il n'y a jamais de choses qui les menacent réellement. Je reprends un dossier qui m'avait beaucoup marqué des Cahiers du cinéma, de 2015 qui s'appelait Le vide politique du cinéma français. Et leur thèse, c'était que le cinéma social, c'était le cœur de cet apolitisme du cinéma français. C'est-à-dire qu'il traite donc de thématiques très politiques de manière apolitique, dans des moments en plus qui annonçaient des contestations sociales. En 2016, après on a eu la loi travail, après on a eu les gilets jaunes, etc. Et le cinéma, il constatait que ce cinéma français n'avait pas grand-chose à dire sur tout ça. Oui, ou alors tout ce que le cinéma a à dire, c'est comment dire, c'est une promesse un peu de réconciliation entre les classes et Oui. enfin, c'est d'apaiser le rapport. Mais en fait, ce qui correspond beaucoup ce qui correspond vraiment à la vision des bourgeois des luttes sociales, quoi. Genre le truc de, il faut apaiser, il Ça. faut discuter, Et, etc. et c'est ça, et très, très souvent, en fait, moi j'ai vu énormément de films un peu soi-disant de gauche sur des mouvements sociaux, et je les mélange tous dans ma tête, et pour moi, il y a tous ce thème de le patron qui est méchant, Mhm. Oui, le patron, il est euh, vraiment méchant, hein. C'est un méchant. une Et c'est part que lui. des ouvriers mobilisés qui sont un peu trop violents, avec un personnage principal qui est celui de la respectabilité, qui va réussir à faire le lien entre la violence un peu bébête des prolétaires rigolos, un peu rougeaux, et qui vont réussir à rendre intelligible leur lutte autant aux spectateurs du film que aux autres personnages du film, que ça soit le patron, que ça soit les pouvoirs publics, que ça soit, tu vois, et t'as toujours un entre. En fait, c'est très CFDT, les luttes Mm. sociales dans les films comme ça, tu vois. Alors j'imagine qu'il y a des contre-exemples, etc. J'ai des films j'ai du mal à les différencier tellement c'est un thème que j'ai vu plein de fois dans ce truc où tu vois les mecs qui sont là, ouais, mais on s'est déjà fait niquer plein de fois et là tu nous demandes de continuer à discuter. Ouais, mais les gars, vous allez pas détruire votre outil de travail. Tu sais, je l'ai vraiment en Ouais. tête ces scènes-là dans Tu les peux films, refaire quoi. les Tu C'est vois, des genre, dialogues. et des films fois, très Vincent Lindon, quoi. J'ai regardé récemment La loi du marché et c'est beaucoup ça, quoi. C'est Vincent Lindon qui singe vraiment le fait d'être prolo, etc. Tout ça, et c'est chiant. Après, moi, pour revenir au truc de le cinéma qui est pas forcément au rendez-vous à tel ou X ou Y moment, il
faudrait vous revoir la chronologie, mais ça met du temps quand même pour faire un film. C'est Oui. c'est un truc où genre, typiquement Oui. là, il y a 2-3 mois, il y a un film qui est sorti sur les gilets jaunes avec Virginie Efira, j'ai oublié et Ariel Rofalter, j'ai oublié le nom du film. Je crois que c'est Les Braises parce que, bah, ça met du temps quand même pour, faire un film, mine de Mmh. rien. Le temps, bah, de faire le scénario, tourner, monter, tout ça, ça met, entre 2 et 3 ans pour faire un film live action. Donc, c'est sûr que, il y a des moments où, en fait, le cinéma n'est pas forcément au rendez-vous ou alors, est à rebours, en fait, est en retard généralement et c'est là que tu vois, d'ailleurs les grands films, c'est quand, tu as, des films qui arrivent pile au bon moment, Là, tu vois, on pourrait interroger, parce que, il parle beaucoup de films qui parleraient d'ouvriers, de prolétaires, de ruralité et cetera. Alors que mmh, pour moi, par exemple, un sujet du cinéma qui a quand même beaucoup été abordé, c'est beaucoup plus les frics. C'est beaucoup plus la marginalité beaucoup plus dure, c'est beaucoup plus, tu vois, même au cinéma états-unien, le film sur le sous-prolétariat, les drogués, même les bandits au Corinne, tout final, tu vois? ça, Par exemple, ouais, Harmony Korine, Larry Clark, mais moi je trouve même que, par exemple, le cinéma de gangster est quelque chose qui, au final, ce n'est plus filmer la bourgeoisie, tu vois? C'est aussi mmh. filmer, tu vois, Scorsese, il a filmé, Les Affranchis, tu vois? Ça parle aussi beaucoup de classe populaire et qu'en fait, j'ai l'impression qu'on ne voit plus et que même lui ne voit plus les représentations prolétaires qui ne sont pas dans ce qu'il reproche, c'est-à-dire dans des films qui disent qu'ils filment des prolétaires un peu, tu Mmh. vois? Et qu'en Ouais, mais du réalité, moi, coup, c'est j'ai pas plus. l'impression que le prolétariat soit si absent de ça, de l'histoire du cinéma, et que je pense plutôt que la bourgeoisie a appris à ne plus les voir. Et pas lui, hein, je pense que lui, Oui, il est oui. pas concerné Bah, par surtout ça lui, il en parle vrai, tu vois? surtout du cinéma français et l'autre question, je pense, à poser sur ce que tu as dit, c'est: mais du coup, est-ce qu'il filme la marginalité selon les termes de la marginalité ou est-ce qu'il filme le fantasme bourgeois sur la marginalité, tu vois? Genre, je pense que c'est aussi une autre strate d'analyse. C'est compliqué effectivement de faire émerger des personnes, des milieux populaires et moi je me souviens, il y avait tout un scandale autour, du film Scheherazade et de son réalisateur parce que, bah, c'est vraiment effectivement, ce bourge qui va dans les quartiers, nord de Marseille, prendre des acteurs en casting sauvage, tout ça et en fait, c'est un truc où, parce que les acteurs du coup, ils ont eu une montée, d'un coup, les 2 acteurs principaux, Kenza Fortas et je sais plus le nom de l'acteur. En fait, ils ont eu la révélation au César et en fait, d'un coup, ils étaient propulsés dans un monde extrême, quoi. Ouais. Et Mmh, mmh, mmh. Kenza Fortas, je crois qu'on la voit plus trop au cinéma et la révélation, masculine, bah, en fait, il a été arrêté, je crois, pour, trafic de drogue, un Oui, truc bah, du oui. genre. Donc c'est Ouais. vraiment hardcore et c'est un truc où en fait, c'est aussi parce que c'est un monde très, quadrillé, très bourgeois, également que c'est très dur de rentrer et c'est très dur de rentrer, rapidement, quoi. Mmh. Ou alors il faut avoir un petit peu des codes, comme, Quenard par exemple qui a pu rentrer en étant un petit peu la caricature du prolo de campagne, que les gens pensaient, que les gens avaient Ouais. dans leur crâne, alors que je crois que c'est un fils de prof et cetera quoi, Mais c'est surtout que les pros de campagne ne parlent pas Oui, indubitablement, je m'en mais c'est vais ça, c'est te que conter mon histoire grivoise de la foi. Nique ta mais c'est mère, ça y qu'il est, il frère. oui. sert en fait, il sert un fantasme de classe populaire qui est un fantasme désuet, mais du coup qui permet de pas interroger enfin, tu sais, genre, c'est un peu un truc de: «Ah, ça fait penser au Après film un peu aux films de après l'époque, moi, donc c'est je un viens de peu la case, j'ai attendrissant». grave kiffé, by the way. Oui, oui, non, mais c'est Je c'est c'est déteste Quenard, vraiment, Mais je ne moi parlerai j'aime pas. moi le problème c'est que Quenard en fait et c'est un peu le syndrome de beaucoup de gens, enfin, Anime a eu la même chose, hein, c'est, Mmh. tu le vois popper, tu dis: «Ah il est rigolo», tu le vois partout, tu le détestes, genre juste oui, ça. oui, oui, Moi en oui, oui, je soi, suis moi je trouve d'accord. qu'il a des brio. Le problème c'est que là, il est vraiment, dans son rôle, constamment et je Oui. trouve que c'est dommage parce qu'il a tourné dans un film qui est super d'ailleurs, qui est sur, la justice réhabilitative qui s'appelle, Je verrai toujours vos visages Mmh. et dedans en fait, il a un petit rôle à la fin et il est excellent quoi, vraiment. OK. Il notait un autre point qui Mmh. était que ces films sociaux sont souvent tournés sur le mode de la tragédie, quoi. Ça finit toujours très mal, c'est toujours l'horreur, c'est toujours des meurtres, des démissions, des suicides. Il n'y a jamais de perspectives qui sont ouvertes, on n'ouvre jamais ces imaginaires. Film de banlieue, pareil, un faux genre, enfin, c'est-à-dire que le simple Il y a un parallèle aussi et c'était la take de Preciado sur, Emilia Pérez. Oui. C'est qu'il était en mode, «J'en ai marre de voir, des récits queer qui finissent toujours mal». Ouais, Genre, et Heu, particulièrement dans la société, hollywoodienne ouais. quoi. Je veux dire, c'est enfin dès qu'il y a des portraits, comme ça, c'est pas, ça finit toujours un petit peu mal et encore une fois, c'est pas un problème qu'il y ait des enfin, c'est un truc, plus systémique où, c'est pas un problème que ça finisse mal, dans un film ou Oui, 2 oui. comme ça. Le problème, c'est que Bah, en fait, quand c'est tout le la temps, moyenne, c'est tout le ça temps mal, tu quoi. tu te dis: «Bon, bah, justice divine, les républicains, ils ont raison», tu vois? Genre, c'est le fait que ça se passe quelque part, on a qualifié ça de film de banlieue. Le premier là-dedans, ça avait été bien sûr la haine, mais après ça s'est répété un peu sur tous les films
dit de banlieue. Même des films vraiment intéressants comme Divine, qui explorait plein de choses nouvelles sur la banlieue, qui mettait en place des Cool, ouais. personnages Mm. centraux féminins, ce qui était assez rare dans le film de banlieue, mais qui en fait, in fine, finissait aussi par de la tragédie. Désolé pour le spoil. Moi, je suis d'accord que doit y avoir des films qui aussi montrent la réalité beaucoup plus parfois douce amère, avec Mm. sans aller over the top. Là, récemment, il y a eu un film qui s'appelle Ma Frère, qui est beaucoup là-dedans aussi, qui est assez guimauve, quoi. Mm. Et qui est Ouais, c'est sympa, hein, ça. moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, mais en fait, je suis pas contre que. Mais avoir des films aussi qui finissent mal, qui montrent du drame, et qui même sont grandiloquents, c'est aussi une part du cinéma. Et même, tu vois, j'ai l'impression que des fois, il y a énormément de films qui sont over the top, qui vont finir dans des trucs grandiloquents, etc. Et que des films sur des sujets singuliers qu'on n'a pas l'habitude, tu vois, des gens, des banlieusards qui vont faire des films de banlieue ou même pas des banlieusards qui vont faire ça, bah, ils vont refaire des choses, tu vois, de dire je veux raconter une histoire, bah, je vais raconter l'histoire la plus fascinante que je connaisse, tu vois. Ouais, mais en Et même ben on va temps, plus leur reprocher de vouloir être fascinant, de vouloir en faire beaucoup que dans tout le reste du cinéma en permanence, tu vois. ouais, Il y a mais un truc en, où en je sais même pas comment temps, dire, tu vois. côté bourgeois, je sais aussi que tu sors de ce genre de film de banlieue qui se finit mal, avec un peu la larme à l'œil, et te dira quand même, c'est vrai Oui, que t'as c'est raison. dur, ça dénonce un peu, hein. C'est vrai que, ouais, et en fait, c'est que même l'affect de tristesse avec lequel tu sors de la salle de cinéma, il vient flatter le sentiment Oui, t'as ton humanitaire paternalisme. qu'ont les bourgeois, le paternalisme qu'ont les bourgeois. Donc je Ouais, mais comprends Là, aussi pourquoi il met ça dans le bourgeois gaze aussi, quoi. là où je suis ouais, pas, je enfin, comprends. j'entends le truc et après, enfin, c'est un truc aussi, est-ce que le cinéma est efficace? C'est ça le truc. Je sais pas Oui. si, en sortant d'un film qui parle de banlieue, on aura envie, peu importe à quel point le film est bon, d'aller faire la révolution. Moi, c'est toujours Mm. Ouais. l'exemple que je donne, c'est, l'histoire de Souleymane. Ah, j'ai vu l'histoire de Souleymane, ça m'a touché. Bon, reste que je commande toujours sur Uber Eats, quoi. C'est quand même, OMG, tout de Bah, suite, ouais, ah mais. peut-être pardon. même, Non, non, mais non. même presque, t'as presque un Mais truc t'as de raison. Mais surtout, pour est-ce que que ça la sert à ça le non, mais cinéma? surtout Ah, que, pardon. par exemple, Oui. genre, dans un film qui se passe aujourd'hui, dans notre société actuelle, etc., bah, du coup, la condition de l'happy ending, c'est l'abolition des dominations, du coup. Et comment tu mets ça dans un film? Tu sais, genre, Mmh. t'as presque un truc de est-ce que c'est pas aussi, quoi qu'il arrive, que l'happy ending est impossible? Mais du coup, ça fait plaisir aux Ouais. gens qui aimeraient bien que l'happy ending soit impossible pour ces gens-là. Donc, c'est un peu le paradoxe. Mais c'est comme sur la représentation des personnes LGBT, tu vois. Si on représente des personnes queer qui sont ultra traumatisées, qui subissent des violences, bah, c'est un peu du trauma porn, mais en même temps, si t'en présentes qui sont ultra heureuses, où tout se passe bien, etc., t'es un peu en mode bon, t'es chez les bisounours là. J'ai l'impression que les champs sociaux qui sont peu abordés au cinéma, on en attendait tellement, tu vois, d'avoir des films queer, d'avoir des films qui parlent de la banlieue, d'avoir des films qui parlent du prolétariat. On les attend tellement, et surtout ceux, parce que la vérité, je parle pour le grand public, tu vois, parce que si t'es cinéphile, regarde One Call for Pen, il a cité énormément de réalisateurs qui ont parlé du problème. Mmh. Mais vas-y, pour des films qui sont accessibles au Mm. grand public. On les attend tellement d'avoir ces films atypiques qu'on leur demande d'être tout en même temps. Oui. On leur demande d'être bien, on leur demande de pas trop en faire, mais quand même de pas euphémiser les problèmes. Et que du coup, si tu vois, et qu'en fait, il y a un truc un peu schizophrène dans Oui, c'est un notre peu le bureau des rapport plaintes. ouais, voilà, que notre rapport aux représentations qui nous tiennent à cœur est un peu schizophrène. C'est que le prolétariat, faut le présenter puissant. Mais si on le présente puissant, on montre pas qu'il vit des choses mauvaises. Mais si on le présente vivre des choses difficiles et vivre un drame, et ben on l'enferme dans le drame et on montre pas que t'as aussi du bonheur. Tu vois, qu'il y a un truc de, je sais pas comment expliquer, tu vois, mais je trouve on est schizophrénique par rapport Mm. mais c'est le problème de notre rapport aux représentations et même de nos attentes envers le cinéma. Je ne suis pas persuadé que le cinéma serve à créer une classe révolutionnaire. Par contre, que Mmh. le cinéma serve à explorer des sentiments complexes, des zones de gris, des zones d'incertitude, à explorer même des sentiments hyper puissants, que ça soit dans le bonheur, la guimauve et le feel good, que dans la détresse et le drame, tu vois, dans des deux côtés, que l'hyperbole me paraît être quelque chose de plus intéressant, C'est un truc comme, où, enfin, je sais pas comment dire, en tu vois. fait, j'ai l'impression que généralement la sortie d'un film en salle permettra plus de créer du débat autour du film grâce à la promo des acteurs, grâce à tout ce qui se passe. Parce Mm. qu'en fait, un film, c'est pas juste un film, c'est tous les débats qu'il y a autour, enfin plein de trucs comme ça. Et typiquement là, j'y pense parce qu'il y a l'affiche d'Athéna depuis tout à l'heure. Alors Athéna a provoqué quand même beaucoup de débats sur la représentation justement de la banlieue. Enfin, Ouais, ouais, ouais. du coup, vu que Rob Graham s'en parle, tout ça, mais c'est aussi, je sais plus si c'était Wiza ou Ria qui en avait parlé, je crois que c'était les deux, Wiza Yousvi et Ria Boulteja qui en avaient parlé, pour justement parler de cette représentation-là, mais aussi, bah, ça a été une sorte de mini
premier événement, quoi. Même si c'était la limite que posait, je crois, Louisa, c'était de dire: «Ouais, mais de toute façon, c'est juste un film Netflix, d'ici 2 semaines, on n'en parlera plus», quoi. Oui. Et il y a des films où effectivement, quand c'est des sorties en salle, on va en entendre enfin, ça va être rabâché, rabâché, rabâché. Là, il y a eu Avatar qui est sorti récemment, tu as eu, Cameron qui a parlé pendant, 50 ans de l'IA, de l'importance de l'environnement et cetera, des trucs du genre et c'est aussi enfin, pour moi, c'est pas juste là, c'est pas juste dans la salle de cinéma que vit le film, quoi. Mais tu vois, moi je trouve Athéna, c'est un bon exemple. C'est que moi je pense qu'Athéna, si le mode de production du cinéma avait permis d'explorer la question des banlieues de diverses manières, avoir un film clipesque bandeur de la rue de Romain Gavras aurait été moins Oui, dérangeant on pour aurait les pu gens. prendre notre plaisir. Et puis les gens, moi je le vois avec la question de la représentation LGBT. Les Mmh. gens ne veulent pas se réconcilier avec le point de vue singulier des réalisateurs Ouais. sur les questions queer et ne sont jamais contents de la représentation. Il y a un truc Mmh. où c'est en fait le côté situé et non exhaustif du cinéma. Quand tu as une velléité beaucoup trop politique sur le sujet, les gens deviennent stupides. Mais c'est Mais vrai que voilà, quand c'est les mon avis. classes populaires sont représentées, il y a toujours un truc premier degré. Tu sais, c'est beaucoup plus compliqué que les gens en regardant le film, genre par exemple Athéna, je regarde une tragédie en mode tragédie grecque, c'est une fantaisie, C'est etc., vendu tu comme vois? ça, c'est vendu comme une Ouais. tragédie de Romain Oui, c'est c'est Gavras, c'est c'est vendu comme un truc théâtral, mais c'est pris premier degré parce que ça parle des classes populaires et qu'on ne parle que premier degré des classes populaires, tu vois? Il y a Mmh. aussi je pense qu'on revient dans le bourgeois gaze là-dedans, quoi. C'est même devenu un argument marketing, comme si la seule perspective toujours offerte à la banlieue, c'était la tragédie. Et c'était d'autant plus décevant dans Athéna que le principe de base, c'était quand même de montrer à quoi pourrait ressembler une sorte de guérilla urbaine, etc. Et au final, ils en ont fait un espèce de riot porn. Le problème aussi d'Athéna, c'est les 5 dernières minutes qui décrédibilisent totalement, tout le discours parce qu'en fait, on était dans une sorte de flou de qui a fait le «meurtre» Ouais. entre guillemets et la fin te dit: «Ah en fait, c'est des skinheads». Oui, c'est ça, c'est que t'enlèves C'est la légitimité du truc et tu es en mode: «Ah, c'est bon, tout ça n'était qu'un rêve». oui. C'est genre, c'est Oui, oui, voilà, oui. c'est en fait, du coup, ça n'avait pas tellement de sens de se révolter contre la police et juste ils s'étaient trompés et puis voilà. Mais ça, c'est un truc, je pense il y a eu aussi peut-être un petit peu de sabotage, je ne sais pas, mais c'est vraiment un truc Je pense qu'il y a eu un où, truc en mode ça passait pas auprès des producteurs si si c'était vraiment la c'est police. possible, ouais, c'est possible. Moi, Ouais. je sais pas, hein, ça se trouve, c'est vraiment l'intention de Romain Gavras, je l'ai pas vu, mais bon. Et du coup, tout l'aspect politique de son film était entièrement vidé vers quelque chose d'assez banal, qui était de dire que ce serait une manipulation de l'extrême droite, sans même s'intéresser en Oui. fait à la violence institutionnelle, réelle, Il policière. discrédite. Bah oui, parce que le truc, bon, mais pour que ça se transforme en révolte urbaine, c'est bien qu'il y ait des raisons profondes et sous-jacentes et que c'est pas juste le meurtre qui a tu sais, genre la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Oui. bon, le vase, il était plein, quoi. Oui, c'est ça, en fait, au bout d'un moment, ça interroge juste sur, ce qui s'est passé dernièrement et pas sur, tout ce qui s'est passé avant, quoi. Comme les trucs de, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Oui, 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 c'est ça. Oui, bah oui, de fou, de fou. Un des éléments du regard bourgeois, c'est aussi l'absence très très frappante du travail. Quand même ce qui occupe la majorité du temps de vie de la majorité des personnes sur Terre, le travail salarié. Et pourtant, en fait, c'est un sujet très peu traité dans le cinéma. Il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a une domination d'un cinéma narratif ou de divertissement. Par conséquent, il y a besoin un peu d'une mise en récit, il y a besoin qu'il y ait des péripéties, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le travail. La deuxième chose, c'est les acteurs. C'est pas toujours facile d'avoir des acteurs qui sont convaincants en tant que travailleurs, parce qu'ils viennent eux aussi beaucoup de milieux favorisés. Au pire, tu fais comme les cascadeurs, tu prends une doublure prolétaire pour les scènes de dos. Une doublure prolo, ouais. Bah, t'as ça pour les cascades, mais t'as aussi ça pour les scènes de sexe maintenant et Oui, tout. T'as des doublures, enfin, tu des doublures pour ça, quoi oui, pour les et acteurs qui veulent pas engager leur oui, image. c'est ça exactement et non, mais c'est aussi un truc où en fait pendant, très longtemps, pendant une petite partie de l'histoire du cinéma et c'est encore un petit peu un truc qui est utilisé aujourd'hui par pas mal de cinéastes. T'avais ce truc où, bah, ça engageait des acteurs non professionnels, en mode, bah, tu avais Oui. besoin, de quelqu'un pour jouer un chauffeur de taxi, on prenait un vrai chauffeur de taxi. Tout le truc de moi c'est vrai que j'ai beaucoup de limites par rapport à tout ce qui est acteur studio de, Robert De Niro a passé 2 mois en vrai taxi dans Ouais. New York pour son rôle de taxi driver. Je suis en mode, bah, Ah oui. autant engager un taxi, bah, voilà, mais après c'est normal parce qu'il devait jouer d'autres choses et ça c'est Bah, aussi la faculté d'un acteur. c'est ça, c'est que c'est le travail même de l'acteur qui est appelé à jouer dans plusieurs films et tu peux pas pour chaque Ouais. film,
prendre. Oui, oui. C'est cette anecdote c'était entre Dustin Hoffman et Laurence Olivier, je sais plus sur quel film. Ils devaient faire une scène où en fait ils étaient épuisés après avoir couru et t'as Dustin Hoffman en fait qui fait des tours et des tours et des tours et des tours et des tours pour être épuisé. T'as Laurence Olivier qui lui en fait il était encore dans sa chaise, il pose son journal et juste avant de commencer la scène, il y a Dustin Hoffman qui dit mais comment vous faites et Laurence Olivier qui dit bah je vais jouer. Genre juste ça, c'est un truc où en fait Ce genre la d'anecdote faculté. de cinéma en mode. Et il lui a répondu ça. Oh. C'était sur Après, Marathon c'est Land, vraiment voilà. la réponse, elle est ultra aura, hein. Vraiment, Bah Oui, main oui, c'est parmi, vraiment au c'est ça le rap. truc. En fait, c'est ce truc où il faut pas non plus sous-estimer la capacité d'un acteur à être bon pour mimer quelque chose qu'il n'a jamais fait. Oui. Genre, je trouve que Vincent Lindon, en fait, le problème que j'ai dans les films de Vincent Lindon, c'est que c'est pas qu'il mime mal le prolétaire ou un truc du genre. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est que je sais que c'est Vincent Lindon. Oui. C'est un truc que je ne Oui, peux il pas me joue Vincent détacher de cette Lindon, quoi. image-là. C'est Robert Bresson qui dit ça, qui dit un cinéaste ne devra engager qu'une seule fois chaque acteur parce que bah au bout d'un moment après tu le reconnais partout quoi. Ouais. Et Ou alors, typique sauf si tu veux en faire ça, à la limite, oui, tu vois. Mais sur le truc du même acteur, moi je trouve, tu vois, par exemple, enfin, genre, tu regardes Léo Scarax avec Denis Lavant. Denis ouais. Lavant est toujours Denis Lavant dans les films de Léo Scarax, mais ça en devient presque, tu vois, Bah parce que en fait, Une les figure, ouais. ça films en devient de. bien. Oui, parce que les films de Léo Carax deviennent presque une étude sur Denis Lavant, tu vois. Alors c'est. Oui, c'est ça, Ah il est ouais, tellement et même obsédé par ce mec que... dans son dernier là, c'est un moyen métrage qui s'appelle C'est pas moi, justement, en fait, il prend Denis Lavant, il lui fait rejouer des rôles qu'il avait déjà joués précédemment, Oui, notamment, voilà. Hmm. Monsieur Merde, des trucs du genre, qu'il fait rejouer, genre c'est vraiment enfin oui, voilà, ça devient des égéries et je pense qu'il y a des acteurs comme ça, en fait, qui suivent tellement, les réals qu'au bout d'un moment, ça devient un peu la marque de fabrique. Enfin, c'est quoi? C'est Tim Roth et Harvey Keitel qui sont souvent dans les Tarantino aussi et ça devient un peu Ouais. ce sorte de doudou que tu peux avoir, quoi. Maintenant, la dominante, c'est de mettre un acteur célèbre entouré comme décor de vrais travailleurs. Ça perd un petit peu de son intérêt. Et la troisième raison, la plus importante, le problème de la répétition. Le travail de beaucoup de gens est quand même marqué par la répétition. Et c'est aussi cette répétition qui crée souvent d'ailleurs de la souffrance au travail. Et c'est d'autant plus difficile à filmer sur un temps court, qui est celui du cinéma. Un exemple de film qui, à mon avis, échappe un peu à ce regard bourgeois, c'est Sans filtre, donc Triangle of Sadness de Ruben Östlund. Quelqu'un qui aime bien un peu malmener cette bourgeoisie, y compris la bourgeoisie culturelle. Et dans Triangle of Sadness, il va plus loin parce qu'il parle de plein de formes. Paf, il est pas très. C'est osé de prendre ce film-là. Moi, je l'aime bien, hein, sans filtre, mais c'est osé hein, quand même parce que on peut dire beaucoup de choses sur Ruben Östlund, mais je trouve que quand même il y va un peu avec les sabots quand Pourquoi même dans son c'est quoi en message. gros la take? Moi Bah, j'ai pas vu le en film. gros, Sans filtre, alors c'est un film qui est divisé en deux parties. La première partie, donc c'est sur un bateau de croisière, Mhm. je crois de souvenir. Et c'est un film, il a fait pas mal parler de lui parce que c'était la Palme d'Or, hein, pour préciser. Mhm. Et en fait, c'est un film où tu as du coup tous des rapports de classe qui sont explorés. C'est sur un yacht, oui, c'est sur un yacht, c'est ça. Tous des rapports de classe qui sont explorés parce que tu as des mannequins dessus, donc qui sont ultra sérieux, tout ça, mais même où ça dépasse pas. Et à côté, tu as une sorte t'as une exploitation très forte de la part des agents d'entretien, etc. Et il se trouve en fait le yacht se crash et du coup après il y a tout un renversement de la situation où d'un coup les agents d'entretien, notamment une femme qui est agent d'entretien, qui est femme de ménage, tout ça, qui devient vraiment la chef un petit peu Mm. dans ce rapport-là. Donc il va devoir apprendre à tous les bourges comment survivre aussi quoi. Ok, Mais d'accord. Je suis un peu moi, déçu de son... ouais, Ok. je trouve que c'est pas le meilleur exemple quand même, hein, Parce que tu vois, par celui-ci. exemple, il y a les deux takes. Il y a la take de... On met souvent des acteurs connus, entourés comme décor de vrais gens de la vraie vie. Mm. Mm. Moi, je pose aussi la question de combien de films ne se financent pas si t'as pas rassuré les gens avec cet acteur-là, tu vois. C'est ça le problème, Je- quoi. Enfin, il y a un film comme ça aux États-Unis qui s'appelle Nomadland de Chloé Zhao qui a gagné l'Oscar du meilleur film l'année de sa sortie. En même temps, c'était 2020, je crois. Donc bon, il y avait pas beaucoup de films, hein. Et Oui. c'est un film, effectivement, il est du coup un peu perturbant parce que bah, c'est un peu comme les films avec Vincent Lindon, c'est que tu as vraiment Chloé Zhao qui est. Enfin, du coup, c'est Frances McDormand dedans qui va faire une sorte de road trip chez les pauvres, quoi. C'est un peu étrange, quoi. Mais en même temps, oui, Mm. tu as besoin d'une figure, quoi, pour vendre un film. Sinon, ton film, il se finance pas. Mais après, je pense que c'est Bah, de toute manière l'interrogation de Rob oui, Grams qui est de dire bah, pourquoi est-ce que ça se finance pas s'il n'y a pas une star dedans? oui, ça c'est tout l'intérêt de Voilà, c'est de ça. regratter sur Voilà. la structure et d'ouvrir
le discours au lieu de dire est-ce que c'est C'est un bon ça. film parce que tu es Ouais. un acteur de. Ouais. Et en même temps, je veux dire, l'histoire de Suleiman a super bien marché, pourtant il y a pas d'acteur connu dedans, hein. Enfin, à Ouais. part Nina Meurice qui était un petit peu connue avant, mais qui a Mais ça un prouve que ça petit prouve que rôle. ça peut se faire, quoi, globalement. Ouais, c'est ça. Même si le film avait eu la Palme d'Or, la critique, par contre, a été très très sévère avec le film. Et surtout, dans cette perspective de dire qu'en fait c'était un film cynique, ils n'ont pas compris ce qui se passait dans le film. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que c'était simplement une inversion, c'est-à-dire que les dominants d'avant étaient les dominants d'après, mais c'est pas ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement les gens qui travaillaient pas, la bourgeoisie, qui d'un coup est complètement décontenancée parce qu'il n'y a plus personne qui travaille pour eux. Donc c'est pas juste une inversion dominant-dominé, c'est vraiment une mini-révolution, quoi. Là récemment, d'ailleurs, il y a Send Help de Sam Raimi qui est sorti et qui a exactement un peu le même postulat, c'est-à-dire que c'est une meuf qui travaille, enfin, qui est pas à la compta justement, mais il y a toute une blague en mode, c'est Linda de la compta qui en fait était échouée sur une île déserte avec son patron et son patron ne sait pas du tout se débrouiller alors qu'elle, elle est ultra forte, mais parce qu'elle a étudié pour participer à koh enfin Survivor aux US, tout ça, enfin des trucs du genre. Mais moi, je suis pas trop sûr avec l'analyse autour de son film parce que bah, j'avoue que c'est quand même la Palme d'Or, quoi. Et a priori, la Palme Oui. d'Or, c'est quand même décerné par des gens du milieu, donc pas trop Mais sûr, là, quoi. vu qu'il parle de Mmh la C'est pas que c'était, critique, je vois un peu ce qu'il dit sur même quand tu as un film qui est un peu en mode gros sabot là-dessus, ça va être en mode oh, ce n'est pas très fin, ça mime une lutte des classes, bien grasse. Tu sais, genre, il y a un peu cette espèce de mépris de ah, c'est un peu trop in your face, on n'aime pas trop ça, quoi. Et bah, écoute, je viens de regarder, devine qui était le président de jury du Festival de Cannes quand c'était Sans filtre qui a été, qui a eu sa palme. C'était pas Vincent Lindon, quand même. Vincent Lindon. Ça, putain. Oh là 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 là, c'est fou. Voilà. Donc, on a un rapport un peu de réalisme aux classes populaires, au travail, etc. Il y avait Ressources humaines de Laurent Cantet. Bah, c'est un film qui essaie de trouver des manières de filmer le Pour travail. info, parce que les spectateurs peut-être seront plus captés, mais c'est le réalisateur notamment de Entre les murs, quoi. Donc, et Ressources humaines qui pour moi est un de ses meilleurs aussi. L'atelier moi j'ai juste vu de lui Entre les murs, l'atelier, Ressources humaines et là plus récemment du coup son dernier parce que Laurent Cantet il est décédé il y a 2 ans je crois. Du coup son dernier en fait c'est un film de Laurent Cantet réalisé par Robin Campillo donc qui était le réalisateur de 120 battements par minute et qui est un film sur un bourge qui veut devenir maçon et qui en plus est homosexuel donc c'est vraiment ça lie les deux thèmes de Cantet et de Campillo mais ouais Ressources humaines là-dessus c'est vraiment absolument incroyable quoi. Faculté dont on a parlé de la répétition, donc d'essayer de mettre des scènes qui permettent de découvrir un peu l'usine, le travail, et qui jouent un peu sur les questions de classe, puisque c'est l'histoire d'un fils d'un ouvrier qui devient stagiaire pour le patron de l'usine. C'est le contraire des récits habituels transfuges de classe, quoi. Il décide de rester loyal à son milieu d'origine. C'est montré comme un milieu sordide, le milieu dans lequel il allait évoluer, alors qu'on lui avait promis bah voilà, que c'était ça la réussite, etc. Il renonce complètement. Donc c'est une inversion des discours un peu habituels de ce cinéma social. Le bourgeois gaze, moi je le traite pas que pour le cinéma français. En revanche, je le traite du point de vue français, c'est-à-dire des films auxquels on a accès depuis la France. Il y a un genre de film qui est pareil, un faux genre, qui est le cinéma du monde, notion un peu folklorique, mais qui en fait décrit une réalité qui est une réalité de distribution et de production. C'est-à-dire des films qui sont coproduits par l'Europe et distribués via les festivals de cinéma. Les films du cinéma du monde subissent une sorte de petit filtre avant d'arriver à nous, et qui fait qu'en fait, on pense qu'on a accès à un cinéma autre, etc. Mais en fait, quand on cherche l'altérité, on se retrouve avec des personnages qui nous ressemblent beaucoup. C'est-à-dire des gens qui habitent dans les grandes villes iraniennes, des gens plutôt issus des classes moyennes aisées. Donc en fait, ça a tout pour plaire à un public occidental. Et donc derrière, on ne se confronte pas à d'autres réalités plus dérangeantes, etc. J'ai cité le cinéma iranien, mais ça pourrait s'appliquer à bien d'autres formes de cinéma. Il y a vraiment effectivement un Ouais. cliché du cinéma iranien quand même Oui. en France. C'est généralement la tagline, le film iranien qui a choqué Cannes. Et nous, c'est vrai que c'est un truc aussi, il fait bien de le rappeler, mais on coproduit énormément en France des films internationaux. Tant et si bien que le dernier, le représentant de la France aux Oscars, là, pour le meilleur film étranger, c'est Un simple accident, donc c'est le film iranien de Jafar Panahi qui a gagné la Palme d'Or là plus récemment, quoi. Mais parce que c'est marrant parce que moi, je sais pas, quand j'imagine, genre, quand je pense au cliché que j'ai du cinéma du monde, c'est plutôt les clichés inverses en mode poverty porn. Regardez ces gens avec leurs tenues folkloriques qui sont si pauvres et qui sont perdus dans la montagne, vraiment, quand ils réfléchissent, ils ont pas de téléphone portable. Tu sais,
c'est genre, encore une fois, c'est genre, j'analyse beaucoup autour du discours après qui traîne dans le milieu bourgeois derrière. C'est inspirant quand même, tu vois. Et puis, c'est des films, enfin, quand il y a des films un peu plus à part, je vois quelqu'un qui mentionne Le Rire et le Couteau de Pedro Pigno, qui est un film décolonial, queer, qui est ultra dense, qui dure 3h30 et tout. Il y a une version de 5 heures qui est sortie, je crois, aujourd'hui, si je me trompe pas. Enfin bref, c'est vraiment un délire. Et effectivement, c'est un film, je sais pas combien d'entrées il a fait, Le Rire et le Couteau, mais j'en ai très peu entendu parler en dehors des sphères vraiment cinéphiles, quoi. Oui, oui, c'est un truc dont on va parler, mais qu'on va très peu regarder. Moi, ça me fait Ouais. penser à même, c'est genre sur des trucs où, pour revenir sur l'exotisation, moi, c'était une des premières fois que mes parents ont abordé la question de la transidentité auprès de moi spontanément. C'est mon père qui m'a envoyé le trailer du film indien, un film indien sur une meuf trans, je crois. Et un mec qui tombe amoureux d'elle, je sais plus, bref. Et ah, tiens, regarde, j'ai vu ce film. Et je te dis, oui, t'avais besoin d'aller jusqu'en Inde pour me parler de ça. Mais je Oui, pense c'est que c'est que ça aussi. crée une distanciation et C'est tout. ça. Et je pense que c'est beaucoup l'utilité aussi du cinéma du monde chez les bourgeois, c'est de pouvoir se distancier pour pas trop non plus interroger des trucs locaux, quoi. Je pense que le regard bourgeois, c'est une sorte de tendance, c'est un trope, c'est un spectre, quoi. C'est pas pour cataloguer un film bourgeois, pas bourgeois. Maintenant, je pense qu'il y a des démarches qui permettent d'y échapper plus que d'autres, pas forcément cumulatives, pas forcément exclusives. Une des premières, c'est par exemple d'avoir un rapport critique à cette bourgeoisie ou au capitalisme. Là, je pense par exemple au cinéma de Bong Joon-ho, qui a très bien marché. Le plus connu, c'est sans doute Parasite. Ensuite, il y a une autre démarche qui est celle d'avoir un rapport un peu de réalisme aux classes populaires, aux travailleurs, etc. S'intéresser vraiment à ce que c'est les conditions de vie, à ce que c'est comment les gens parlent, comment les gens vivent. Je peux citer par exemple Les Frères Dardenne, le cinéma de Shin Baker dans un autre genre. Ah, je suis content. Oui. Et surtout Florida Project, qui est vraiment son film plus concentré sur les prolos. Et après, ouais, tu peux remonter plus lointain avec, par exemple, il y avait un film qui était cité par le chat aussi, mais que j'ai en tête également, c'est La classe ouvrière ira au paradis, qui est vraiment un film effectivement sur ce côté très mécanique du travail, tant et si bien qu'il y a des scènes de sexe par exemple dans le film, et en fait même dans le sexe, il a un rapport très mécanique à la chose, comme s'il était au travail en fait, le personnage, et c'est assez badant, hein, mine de rien. Mais ouais, après moi les Dardennes, je trouve ça cohérent qu'il en parle, quoi, parce que ça parle beaucoup de ça, quoi. Ça parle beaucoup de Ouais, ces c'est clair. galères-là, notamment Rosetta, d'ailleurs RIP Emily Dequesne bien sûr, mais effectivement c'est quand même très fort là-dessus. Ken Loach Ken aussi. Loach, Ken Loach. on en parlera pendant la tier list. Une troisième démarche qui fonctionne pour échapper un peu au regard bourgeois, c'est situer son action dans des contextes sociaux qui ne soient pas ceux de la bourgeoisie, sans que ce soit le cœur du sujet. Et normalement, quand on filme les classes populaires ou moyennes, ça ne devrait pas être des films sociaux, ça devrait juste être des films normaux. Enfin, ces gens-là aussi ont des histoires d'amour. Mais en fait, moi, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il a cité des films qui sont des bonnes références et qui, objectivement, ont fait de la composante sociale le centre du sujet. Et ça en fait des bons films. En fait, Ouais. tout ce qu'il dit, je suis d'accord, mais je comprends pas son truc de dire que quand on filme des prolétaires, on devrait les filmer normalement, définir normalement. Tu vois, il y a un truc, ils ont aussi des histoires d'amour, bah oui, mais ça n'empêche pas que quand tu filmes une histoire d'amour prolétaire, bah la composante de la classe sociale fait que tu écris différemment, que tu filmes différemment, que tu fais pas les mêmes acteurs, qui jouent pas pareil. Après, pour parler d'un film qu'on a vu récemment, La naissance des pieuvres, il y a un peu de ça, tu vois. Genre, c'est une histoire d'amour et de découverte, mais ça se passe quand même au fin fond de la banlieue, dans un milieu prolo. Après, c'est pas trop abordé, mais J'ai c'est le l'impression que c'est backdrop, plus quoi. classe moyenne, mais oui. Mais après, tu vois, c'est comme pour le female gaze au final. C'est que la question de la conscience de ce que tu filmes, bon, elle est difficile à évaluer, quoi. Là, je pense par exemple à L'amour, c'est surcoté de Mourad Winter. Et ensuite, je dirais une quatrième démarche qui peut aller un peu dans ce sens-là, c'est un cinéma que je qualifie de populiste, mais pas dans un sens péjoratif, c'est-à-dire des gens qui essayent vraiment d'héroïser les classes populaires, de les rendre attrayantes. Comme François Ruffin. Là, je pense par exemple à Discount de Louis-Julien Petit, où c'est une lutte de travailleurs. quoi, Là, je attends, pense par exemple Une comédie à la Ken Loach au Bon, ils font Télérama. toujours un petit peu ça, ils font toujours un petit peu Oui, ça oui, pour oui. vendre des films comme ça. Après, s'il y J'ai a Corinne tellement pas Massiero envie de voir dedans, ce film. Ah bah, s'il il y y a a Corinne Massiero Massiero dedans, dedans, oui, ça oui. peut être bien quand même. Oui. Mais L'amour c'est surcoté, c'était très L'affiche est bien, hein, horrible, c'est juste que oui. l'affiche est immonde. Oui, bah, Mais oui, C'est ça, ah, oui. les affiches de cinéma français, il y en a des Oui, bien pour vendre des Ah ouais. dégueulasses. comédies populaires, oui. Je suis content qu'il cite L'amour c'est
sur le côté parce que c'est un bon film et j'ai bossé dessus. J'étais assistant monteur un petit peu dessus. Ah, trop cool. Ah, Donc, voilà. let's go. Par exemple, la Discount de Louis-Julien Petit, où c'est une lutte de travailleurs de supermarché. C'est un peu l'antithèse pour moi de la loi du marché. Et c'est vraiment filmé comme un thriller, un peu à la façon d'un Ocean Eleven, mais version supermarché. Et les personnages sont cool, ils font des super actions, etc. Moi, je dirais pas tant héroïser que genre El Famoso réenchanter le réel. Tu vois, genre il y a une fine ligne entre la fantaisie totale et le truc de ils ont rien mais ils donnent tout, qui est ce truc du réenchantement de la beauté quotidienne et de montrer ce truc-là, tu vois. Genre t'es pas obligé d'en Ouais. faire des héros, mais d'être un truc de bah oui, en fait, on crée la beauté partout où il y en a. Chacun a ses petites histoires. Enfin, il y a quelqu'un qui dit: «Il y a Ouais. pas un film sur l'histoire de Rachel Keke?» Oui, Petite Main, Oui, effectivement, il y a de petitement, ça, oui. quoi. De fou, il y a Et grave Ah, ça. incroyable, mais qui est Oui. sympa. qui est sympa, ouais, qui est sympathique. J'avoue que je ne comprends pas le caractère excluant des définitions. Je vois pas pourquoi il faudrait représenter les prolétaires de telle ou telle façon. Moi, je veux des films où les prolétaires aussi ne sont pas héroïsés, où les Ouais. prolétaires sont vénales, médiocres. Par contre, que ces questions sur le mode de production, sur le fait que le sujet, qu'on peut pas monter assez de films comme ça, qu'il y a trop le truc de acteurs bankable, enfin, tu vois, plein de trucs, mais en fait, je trouve que en termes Mmh. de créativité, il y a quelque chose qui me plaît pas. Pour moi, c'est plus un truc, ouais, de «représentativité» entre guillemets, de manière globale. C'est-à-dire de dire, en fait, il y en a marre de voir, tout le temps, des, films de prolétaires qui sont, où ça se passe mal et cetera et qui voudraient peut-être un peu plus quand même de films où juste, bah, c'est chill et c'est tranquille, quoi. Après j'entends ce que tu dis, Raz, de dire, bah, au final, c'est juste des gens normaux et puis voilà et il y a juste à les traiter comme des gens normaux. Il y a pas non plus à aller, plus que pas nécessairement les héroïser, mais ramener de la magie et cetera à l'intérieur. Après moi, c'est un truc aussi où juste tout peut cohabiter. C'est juste une question aussi de proportion où, effectivement, moi j'entends le truc de Et de Grams qui est en structures mode, qui permettent à la proportion d'exister. oui, en fait, j'entends le truc de Grams de, on voit tout le temps un petit peu les mêmes films, bon, même s'il y a des variations, tout ça évidemment et effectivement peut-être qu'on pourrait, un petit peu, ouais, re-questionner les structures pour faire en sorte qu'il y ait des films différents qui puissent popper, quoi. Oui, non, mais moi, ça, je suis évidemment d'accord que plus tu as des propositions esthétiques pour parler, par exemple, du prolétariat, mieux c'est, tu vois. Il met quand même en avant des propositions esthétiques. Moi, c'est ça qui me dérange. Mmh. Oui. Voilà, mais après, c'est ses goûts, il a le droit. Moi, je m'en branle, mais Et ça, moi, j'entends je, aussi ce côté où tu vois, il donnerait voilà, c'est tout. des conseils de ce qu'il faudrait faire. Moi, je suis jamais vraiment d'accord, dans le fait de dire Oui. i «Le cinéma devrait faire ça». Non, le cinéma devrait, devrait Bah, rien faire, et enfin, c'est là devrait pas se contenter de ce que j'ai envie ouais. personnellement, quoi. Et c'est là qu'encore une fois, le concept de gaze, c'est un petit jouet, sympa, c'est un petit hochet avec lequel on peut jouer, mais bon, ça va pas très loin, quoi. À un moment donné, l'art, il est pour moi là où ça me fascine, c'est que les gens déroulent une pratique artistique pour pouvoir mettre en place un point de vue. Et que pour Mmh. moi, enfermer la légitimité des points de vue me paraît être une idée de merde. Par contre, faire en sorte que le plus de points de vue s'expriment, pour moi, c'est ça. Et Bah c'est ça aussi, tu et vois, c'est le ce que truc de dit dire que, tu vois, genre les gens, la panique morale de ah là là, on ne veut plus d'hommes cis blancs qui fassent du cinéma, qui parlent de ça ou qui fassent de l'art, etc. Mais non, le truc, c'est que cet art-là, il existe, il va continuer à exister, ça peut faire des trucs très bien. C'est juste que le but, c'est de rééquilibrer la balance, quoi, pour que les bah points de vue se et diversifient, c'est ce pas que pour dit en effacer Nioc dans le certains. chat, il dit: «Non mais la conclusion du bouquin, c'est que si on veut un autre cinéma, c'est le monde dans lequel ils sont faits qu'il faut changer, pas le cinéma en lui-même». Et je vois un peu plus le truc de c'est un appel aux gens qui aiment le cinéma à s'intéresser à la réalité, mais bon, spoiler alert, tu feras pas bouger les fans de En fait, ciné. ça rentre aussi dans un truc où, typiquement, c'est des débats autour des représentations, des VSS dans les films, tout ça. Ouais. Ou alors, même, je vais aller plus loin, que ça, c'est de dire, beaucoup de gens qui disent: «Il faut j'en ai marre de voir des scènes de sexe dans les films». Oui, mais en même temps, le sexe, il existe. Genre, Ah oui, ça, les c'est. gens baisent. C'est c'est un truc que tu peux pas trop changer et le cinéma est aussi une représentation du monde tel qu'il est aujourd'hui et si le monde est aujourd'hui dominé par les bourgeois, bah, le cinéma sera aussi dominé par Ouais. les bourgeois. Oui, de fou. Et tu vois, par exemple, dire faut plus de scènes de sexe dans les films, alors que la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut plus de scènes de sexe, c'est la manière de les produire, Mmh. déjà, qui est pour moi le premier problème qui se pose. Parce qu'en fait, le Évidemment. mode de production est le truc qui est souvent évacué, et que déjà, la première question, c'est est-ce que les scènes de sexe sont produites dans des bonnes conditions. Et après, on peut discuter collectivement des représentations qu'elles charrient, à quel point elles sont toutes les mêmes, comment les diversifier, etc. Tu vois, il y a un truc. Voilà quoi. Moi, par exemple, tu vois, E.T. de Rivalry, en même temps, j'ai
qui fait regarder la série. En même temps, l'objectivation de toutes les hétéras du monde sur des Jim Queen me fait ultra cringe. Mais bah, c'est pas grave, j'ai Mm. aimé la série et trouvé que sa représentation posait des problèmes dans la manière qu'elle avait été d'être regardée. Voilà, et c'est pas Ouais, pour ça que et je faut trouve se qu'il aurait dire pas fallu faire cette série. faut se dire que dans les manières de faire le cinéma, c'est en train de bouger progressivement. Il y a de plus en plus de coordinateurs et de coordinatrices d'intimité autour des films pour justement éviter qu'il y ait des dérives à la Maria Schneider, des trucs du genre. Sur le tournage de Dernier Tango à Paris, j'invite les gens à se Oui, qui est l'un renseigner des sur trucs très tout ce qui connus, s'est ouais. passé. Mais voilà, mais des trucs qui font que c'est des trucs qui pourraient, j'ai l'impression, beaucoup moins arriver et voire ne plus Mm. du tout arriver dans le cinéma aujourd'hui, quoi. Je pense que les gens voient bien qu'il y a un peu une sorte d'hégémonie bourgeoise sur le cinéma, et je pense que c'est lié à la structure de classe française. Les 30-35 dernières années, ça correspond aussi, le mouvement néolibéral s'instaure et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Je pense pas que c'est une coïncidence. Je pense que plus la bourgeoisie est forte et sans contestation, plus l'art qu'elle produit l'est aussi, plus sa mainmise est forte. Je pense qu'à d'autres moments, quand cette bourgeoisie est contestée, il y a plus de brèches qui s'ouvrent dans le cinéma, et je pense que c'est quelque chose qu'on a vu notamment dans les luttes féministes et antiracistes, où il y a une forte contestation des regards blancs et des regards masculins. Il y a quand même plus en plus de femmes cinéastes, un peu plus de représentation des personnes noires et arabes. En revanche, je pense que là, la bourgeoisie est encore très très prégnante sur ce cinéma, et que du coup, les regards alternatifs sont encore assez minoritaires. Aussi parce que c'est peut-être un peu plus, pas pour le contester, mais c'est peut-être plus simple de trouver, de savoir si quelqu'un est un réalisateur noir que de savoir si quelqu'un est un réalisateur bourgeois, quoi. Bah, et surtout que si t'es un réalisateur et que t'en fais ton métier, t'es plus prolétaire du tout. Oui, Tu vois, genre c'est aussi oui le, aussi. c'est aussi que c'est Après, un je suis métier, et d'accord, donc Ouais. ça, c'est après t'as des mais bon, réalisateurs qui sont galériens, ça pro, change oui. quand même quelque chose d'être Cassandre qui réalise un film avec la vie et l'enfance de Cassandre. Ça change quelque chose de quelqu'un qui a été prolétaire C'est jusqu'à vrai que ses si 30 je ans et qui faisais mes 16 réaliserait un film. printemps, ça ressemblerait pas aux 16 printemps de Raz. Oui, c'est ça, tu Oui, vois. c'est Genre, très ça différent. reste, Mais c'est t'as pour quand ça, même un point de vue atypique, t'as quoi. aussi, enfin moi je le vois beaucoup sur TikTok, où t'as des gens quand même qui font des courts-métrages, qui font vraiment des œuvres audiovisuelles, mais c'est pas considéré comme du cinéma parce que c'est sur TikTok, quoi. Il y a aussi ce truc où le cinéma est peut-être à remettre en question aussi, quoi. Parce que le cinéma reste assez bourgeois de manière générale, ça c'est sûr et certain. Oui, Ouais. oui, c'est évident. Non, Parce mais qu'il moi, je faut des pense que moyens. On oui. revient d'ailleurs à tout le truc de Walter Benjamin, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, qui est un court texte sur vraiment, enfin un court texte, un court ensemble de textes sur vraiment des théories qu'a Walter Benjamin sur le milieu du cinéma, et particulièrement sur le fait qu'en fait le cinéma a quand même cet aspect où il doit plaire au grand nombre, parce que c'est un art où en fait tu as besoin d'énormément de thunes pour le faire, quoi. Comparé à une peinture et comparé à beaucoup d'œuvres d'art de l'époque où le cinéma commençait à popper, où en fait c'était des œuvres de commande pour un particulier ou des trucs du genre, quoi. Et le problème du Ouais, court-métrage, ouais, parce que carrément. Nioc qui dit j'en reviens à why not faire du court-métrage, le médium prolo. Et c'est vrai que le court-métrage, j'ai l'impression qu'il y a deux espaces, tu me diras, Paf, si je dis de la merde, hein, mais qu'il y a deux espaces du court-métrage. Un espace YouTube qui se fait noyer un peu dans la masse du contenu, et un espace institutionnel où tu fais le tour des festivals, etc. Et où c'est pas accessible au public, tu vois. Genre, il y a un truc aussi où il y a dans l'accès à la diffusion aussi, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est des trucs très institutionnalisés, et puis c'est aussi un truc où, mine de rien, quand les gens font du court métrage, c'est pour aller vers le long métrage, quoi. Oui, C'est un peu pour faire des c'est un essais, truc entre d'essai, ouais. guillemets, et c'est des trucs qui sont, enfin, c'est des financements très bizarres aussi, les courts métrages. Généralement, les gens sont pas payés dessus, des trucs du genre. Mmh. Enfin, c'est vraiment à part en vrai. C'est Et considéré un peu comme effectivement, le peut-être que circuit c'est. amateur avant de rentrer chez les pros, quoi. Donc, C'est ça, exactement. Et effectivement, peut-être que c'est quand même un truc où c'est peut-être ce qu'il y a à envier, hein, mine de rien. Peut-être. mais ouais. Mais en tout cas, ouais, le concept de bourgeois gaze, moi je vois ce qu'il fait en prenant un concept pop pour y amener après une conclusion un peu Oui, plus oui, le sujet est sociale. intéressant, c'est Mais cool. du coup, Même le si on peut toujours risque, pinailler, voilà. c'est que, comme pour le male gaze, c'est que le concept ne soit que discuté dans le cadre de ah, il a cité tel film, ouais, un peu comme ce qu'on avait. Il a cité tel film comme exemple, et en fait, c'est n'importe quoi. Du coup, ce concept, c'est de la merde, et qu'en fait, ça devienne du pinaillage sur le bourgeois gaze et pas sur la bourgeoisie. En fait, je trouve qu'il y a 1000 sujets politiques plutôt que de vouloir tirer un concept qui est déjà un peu bancal pour parler, pour dire regardez Vincent Lindon, c'est un peu nul. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment intéressant et que en fait, là où tout ce qu'il a à dire de basé sur le sujet, parce qu'il dit plein de trucs bien, en fait, va être un peu noyé dans ce que tu Mmh. as dit, Cassandre, sur le fait que les gens vont mal parler de films, en
fait, et dire des conneries sur l'art, en fait. Par contre, parler de politique et parler de la mainmise de la bourgeoisie sur le cinéma et son mode de production me paraît être un sujet tellement plus intéressant. Et que, en Mmh. fait, si la bourgeoisie a la mainmise sur la production des films, eh ben, effectivement, que derrière va en découler un point de vue dans la manière de raconter, de filmer, de choisir des acteurs, etc., quoi. Donc, en fait, pour régler le problème du bourgeois gaze, faut pas aller compter les films avec des prolos qui sont stylés parce qu'ils sont ni trop méchants, ni trop gentils, ni trop misérables, ni trop trucs, etc. De non-accès à des caméras et à la légitimité de réaliser des films à des personnes nouvelles, quoi. Voilà, c'est mon Pour remettre avis en question tout le qui est un système peu... aussi, il faut Ah. vraiment remettre en question aussi tout ce dans quoi, appartient, le cinéma, c'est-à-dire la société, quoi. Après, j'ai Après, l'impression qu'il c'est serait c'est pas sa conclusion, totalement en fait, c'est ça, opposé. c'est Oui. que le but, c'est Oui, d'amener à oui, cette j'ai conclusion, et oui, c'est la oui. conclusion de son bouquin. C'est le fait de le rattacher au male gaze pour faire comprendre son concept aux gens. Je pense que ça va peut-être même empêcher aux gens qui, comme nous, vont regarder 10 minutes de film plutôt que lire le livre, 10 minutes de vidéo au lieu de regarder le livre et qu'on traite des connards, qui du coup va faire que son Ça concept va va se refaire faire une bégodo, hein. décrédibiliser. Oui, voilà, c'est Bah, encore une bégodo, quoi. c'est ça qui Mais a force à lui, en été. vrai, c'est cool, il ouvre le débat et ça fait plaisir d'avoir Ouais. quelqu'un qui ramène la question de la classe sociale dans ces sujets-là, ce qui n'est pas souvent Mmh. fait. Donc rien que pour ça, c'est trop cool. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.